à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, la Cour européenne de justice met les GAFA au pilori. Bruxelles annule l'accord Safe Harbor sur l'échange de données personnelles entre l'Europe et les États-Unis. Coup de frein au libre-échange numérique pour les uns, victoire des utilisateurs européens sur les plateformes américaines pour les autres. Mais dans tout ça, quel avenir pour nos données? Reportage à suivre. Et puis, Guillaume Gralet du magazine Le Point rentre du salon CEATEC de Tokyo. Comment le Japon se prépare à revenir sur le devant de la scène high-tech? Pourquoi veut-il faire des JO de 2020 sa vitrine numérique? Débrief à suivre là aussi. Mais d'abord, c'est la fin du Safe Harbor. La Cour de justice européenne a invalidé ce cadre juridique qui couvrait depuis 15 ans les transferts de données personnelles à fin commerciale de l'Union européenne vers les États-Unis. Une sphère de sécurité utilisée par les plateformes numériques comme Amazon ou Google. Et à l'origine de l'affaire, Max Schrems, un étudiant autrichien qui a porté plainte contre Facebook. Sa guerre contre le roi des réseaux sociaux lui a même valu les salutations d'Edward Snowden par tweet interposé. Alors pourquoi l'étudiant fait frémir les grandes entreprises du numérique? Explication de cet effet papillon des données personnelles par Clovis Casali et Marc Pope. À 28 ans, Maximilien Schrems fait trembler les géants d'Internet comme Facebook ou encore Google. Cet étudiant autrichien avait saisi la Cour européenne de justice, inquiet de voir ses données personnelles transférées aux États-Unis et peu protégées. Un combat contre Facebook qui semblait perdu d'avance, mais les juges ont donné raison à Schrems. Les entreprises américaines disaient « Ils sont mignons les Européens avec leur protection des données personnelles, mais ils ne feront rien ». Donc c'est important ce genre de plainte, de fixer des lignes rouges. Il y a aussi le problème de la surveillance de masse opérée par les États-Unis, mais aussi par l'Europe. Donc ce jugement doit permettre de dire dans quel cas cette surveillance est excessive. L'Europe a donc suspendu le régime dit de Safe Harbor. Jusqu'à présent, chaque message ou chaque photo mise sur Internet était transférée automatiquement sur des serveurs outre-Atlantique. Des données ensuite accessibles aux services de renseignement américains, comme l'a révélé l'affaire Edward Snowden il y a 2 ans. Depuis, Européens et Américains travaillaient sur un nouveau cadre pour le transfert de données personnelles. Toute cette affaire judiciaire a été possible grâce à Edward Snowden et c'est ce qui m'a poussé à faire tout ça. Des politiciens européens énervés envoyaient des lettres aux États-Unis, mais il ne se passait rien. Au contraire, ils essayaient de tout cacher sous le tapis. Washington a rapidement réagi, parlant d'une mauvaise nouvelle pour les relations commerciales avec l'Union européenne, car les entreprises auraient du mal à mettre en œuvre des solutions de remplacement. Mais l'Allemagne, ainsi que la France, militent pour une meilleure protection des données personnelles. La Commission européenne travaille déjà sur un nouveau cadre, le dernier datant de 1995, bien avant l'avènement des réseaux sociaux. Et la question peut avoir l'air très technique, posée comme ça, Guillaume, mais en réalité, elle est très concrète pour des milliers de consommateurs et d'utilisateurs européens. Est-ce que Mark Zuckerberg va pouvoir dormir sur ses 2 oreilles dans les jours qui arrivent? On en doute. Eh ben, c'est sûr que Mark Zuckerberg doit réfléchir à la riposte. Alors la riposte, elle concerne quand même 4500 entreprises et qui vont réagir sans doute en renforçant leur politique de confidentialité de données, mais ça ne va pas suffire cette fois-ci à rassurer les utilisateurs. Ensuite, les géants de l'Internet vont aller voir Bruxelles, toquer à la porte, voir pays par pays si on peut trouver des arrangements, mais s'il reste une unité, eh bien, les géants de l'Internet vont devoir mettre au pot pour construire des data centers en Europe, dans plusieurs pays. Ça va coûter plusieurs dizaines de millions de dollars. Et là, on va voir une différence entre les géants de l'Internet, ceux qui peuvent vraiment payer, les Google, Facebook et Amazon, par exemple, et puis les entreprises de taille plus modeste. On voit déjà un concurrent européen de Dropbox qui s'appelle ZetaBox qui communique sur cette question justement du Safe Harbor annulé. Vous allez sur sa page d'accueil, vous voyez déjà qu'il communique en disant écoutez, moi mes data centers ils sont en Europe, vous pouvez venir chez moi pour stocker vos données, il n'y a aucun danger. Quand les données personnelles deviennent un argument de vente, merci infiniment Guillaume. Sans transition, vous étiez cette semaine au Japon, vous êtes notre geek trotteur évidemment pour Tech24 et vous étiez à Tokyo à l'occasion du salon CEATEC. Encore une fois, une occasion pour vous d'observer de très
très près la scène tech japonaise. Le Japon, on le sait, hein, c'est le pays qui a vu naître l'électronique grand public. Pourtant, il ne fait plus vraiment les gros titres hein, depuis quelques mois. Il est détrôné par la Corée du Sud, par les États-Unis ou encore par la Chine. Qu'est-ce que vous avez repéré sur place ? Oui, on a repéré un manque de souffle des entreprises japonaises récemment. On a même vu des entreprises chinoises comme Foxconn regarder quelles entreprises dans lesquelles elles pourraient prendre une participation. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les entreprises japonaises sont très hiérarchisées. Elles ont eu du mal à anticiper l'éclosion de start-up internationales et souvent, elles ont du mal également à communiquer. Il y a par exemple un robot, le robot qui joue, contre lequel vous pouvez jouer au ping-pong, qui est très rigolo, qui s'appelle Home Run. Home Run, c'est quasiment méconnu en Occident. Mais vous avez vu d'autres surprises aussi hein, sur place parce que évidemment le CEATEC, c'est là où on repère l'électronique du futur malgré tout et avec toujours des robots, c'est japonais. Oui, mon coup de cœur va vers RoboRun. C'est un robot qui fait à peu près cette taille et c'est un robot qui va projeter des images. Vous allez pouvoir composer des numéros de téléphone et il est très attachant. En tout cas, on peut même le porter un petit peu comme on pourrait porter un bébé. Il y a une pochette qui est prévue pour ça. Un robot à tout faire. Un robot à tout faire. On voit chez Kyocera plusieurs applications. Vous allez pouvoir utiliser un gyrocapteur sur votre smartphone pour établir votre propre tour de taille. On ne pourra plus se mentir, Marjorie. Et puis, on va pouvoir analyser en permanence votre haleine. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure santé. Je vous prie. Ils sont très surprenants, ces Japonais. Ce qui m'a bluffé également, c'est un écran à 8K. Aujourd'hui, on est simplement sur du 4K pour les meilleurs écrans, à 9,6 pouces. Donc, on va une définition jusqu'à 16 fois supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, j'ai eu la surprise de voir des chaussures connectées sur le stand de Fujitsu. J'ai pu les essayer, c'était assez rigolo. Vous avez essayé ces chaussures et on a les images. Vous les verrez justement dans quelques secondes. En fait, ce sont des chaussures de geisha, si je ne me trompe pas au départ. Oui, il y a aussi bien des baskets que des getas. Les getas, vous savez, ce sont ces chaussures traditionnelles qu'on va enlever lorsqu'on va dans un restaurant japonais. Ce qui m'a surpris également, c'est un robot bilboquet, on dit kendama en nippon. Et cette manière de jouer au bilboquet, elle est spéciale au Japon puisque vous avez une balle avec 3 coupes, c'est-à-dire 3 manières différentes de rattraper cette balle et un robot permet de réaliser cette petite prouesse. Enfin, chez le sous-traitant de produits électroniques ROM, j'ai vu un origami se déplacer comme un drone et puis des lunettes interactives qui vont vous permettre de replonger dans le passé extrêmement riche du Japon et notamment dans le château de Himeji, un château du XIVe siècle. Lorsqu'on mettait ces lunettes, on voyait cette petite merveille. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc un vrai mélange entre tradition et entre technologie disruptive. Mais il faut aussi que le Japon s'ouvre. Est-ce qu'on parle beaucoup d'open source sur la scène tech japonaise ? Oui, ça c'est une vraie nouveauté, Marjorie. On le voit chez ROM, dont on a parlé tout à l'heure, avec des robots musiciens qu'on va pouvoir activer, qui vont détecter nos mouvements. Eh bien, cette plateforme, elle est ouverte à tous les développeurs. Le robot avec lequel vous allez pouvoir jouer au ping-pong, eh bien, vous allez pouvoir échanger vos scores, puisque le robot, c'est en permanence là où vous avez renvoyé la balle, et vous allez pouvoir rejouer avec d'autres personnes en partageant vos résultats. Et évidemment, il y a perspective des JO de 2020. Ça va être un moment très important pour le Japon. Peut-être aussi un moment pour en faire une vitrine numérique. Oui, encore des surprises. J'ai vu sur le salon ce qu'on appelle le Tokimeki Sensor. Ça va vous permettre de rencontrer une personne sans perdre la face, de rencontrer l'étranger, le gaijin. En fait, on va vous faire réagir à différents visages. On va voir sur quel visage votre cœur bat le plus fort et on va vous présenter des personnes qui correspondent à ce visage, Marjorie. J'ai essayé, ça marche plutôt bien. Il y a également les outils de traduction instantanée qu'on a sur les lunettes, sur lesquelles travaillent Sharp et Toshiba. Ça va vous permettre aux Japonais qui, pour certains, ne parlent pas vraiment anglais, de parler avec la terre entière. On prévoit des villages de robots, des bus à algues, et puis encore des plus... Des bus à algues ? Des bus à algues, exactement, des bus à hydrogène et des bus à algues. C'est un vrai projet. Et puis, plus surprenant, il y a une ministre, la ministre Haruko Harimura, qui s'est dit qu'il y avait quelque chose de très high-tech au Japon. Ce sont les toilettes que l'on peut régler pour avoir la température du siège. On peut régler tout un tas de choses. Je vous laisse découvrir, il y a le léger, bien sûr. Eh bien, elle se dit que ces toilettes, il faut en faire une vitrine pour que le Japon montre qu'il est une nation high-tech à l'échelle du monde. Les toilettes vitrines du numérique, merci Samouraï Gralet. Et tout de suite, ouvrez vos chakras, les enceintes sont en lévitation dans Test 24. La musique peut-elle vous faire planer? Réponse cette semaine avec une enceinte Bluetooth qui entre en lévitation, Guillaume. Première question, essentielle, comment ça marche? Alors, ici, Marjorie, vous avez une double technologie sans fil. Il y a d'abord la technologie Bluetooth qui va vous permettre de communiquer entre votre smartphone et des enceintes. Ça, on a un peu l'habitude. Regardez, voilà. Ça fonctionne
Plutôt pas trop mal. Absolument. Ça nous fait déjà un peu planer. Mais surtout, la deuxième technologie qui va nous permettre, enfin en tout cas qui va permettre à cet objet de planer en partie, c'est le magnétisme et c'est surtout l'électromagnétisme. Alors on sait depuis André et Marie Ampère que cette technologie va permettre de soulever des masses jusqu'à 1 tonne de fer. Mais ici, en fait, on va jouer sur l'opposition du magnétisme et la renverser grâce à l'électromagnétisme. Ici, vous avez un courant qui va passer, c'est-à-dire qu'il faut toujours que cette partie soit alimentée. Et on va avoir 2 pôles identiques, c'est ce qui va permettre cette répulsion et de porter en fait ce petit poids sur lequel reposent les haut-parleurs. Un cours de physique nettement plus tendance et rigolo avec vous, Guillaume. C'est d'ailleurs une tendance, justement, le magnétisme et les enceintes mises sur orbite qui a été repérée au CES 2015. Beaucoup de constructeurs s'y intéressent en ce moment. Oui, on voit ça. Et attendez, je résiste pas. Voilà, mon petit cours Démonstration. La petite démonstration de magicien. Là, il n'y a pas trop de trucs, en tout cas, parce qu'on a décrit. Mais ce qu'on voit, ça, c'est chez beaucoup de constructeurs électroniques, chez les constructeurs de haut-parleurs. On voit ça également dans l'industrie des transports, avec des trains comme les trains Maglev ou Transdev. On voit ça en Allemagne, par exemple, avec des trains qui fonctionnent sur suspension. Ça a l'air magique, ça fonctionne de manière quasi miraculeuse, mais ça fonctionne très bien, sans frottement. Donc ça peut donner encore davantage de durée de vie à ces objets électroniques. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. Et vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 pour commenter l'actu numérique. Restez connectés.